Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait rêver et trembler les investisseurs, les ETF à effet de levier. Vous savez, ces outils qui promettent de multiplier vos gains, mais aussi vos pertes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats réels, allant jusqu'à simuler leur performance sur près de 100 ans. Restez bien jusqu'à la fin, parce qu'on va faire pas mal de comparaisons qui risquent de vous surprendre. Avant de plonger dans le sujet, pensez à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît, et à poser vos questions en commentaire. Depuis leur introduction, on voit que les ETF à effet de levier affichent souvent des performances spectaculaires quand le marché est haussier. Vous avez peut-être déjà vu certains graphiques où on prend par exemple un triple levier sur le Nasdaq et ça part littéralement en fusée. Mais il faut le rappeler, on n'a pas énormément de recul dessus. Ces ETF sont encore relativement jeunes comparés aux indices boursiers classiques. C'est pour ça que dans mon analyse, j'ai voulu aller le plus loin possible avec les données que j'ai pu récupérer, afin de vérifier si les performances se confirment ou si la période actuelle est exceptionnelle. Un phénomène important à comprendre quand on s'intéresse aux ETF à effet de levier, c'est le bêta slippage. Alors c'est quoi exactement? Les ETF à effet de levier cherchent à multiplier la performance d'un indice, mais quotidiennement. Par exemple, un ETF x3 va tripler la performance d'un indice chaque jour. Jusqu'ici, tout va bien. Mais voilà où ça se complique. Sur le long terme, les mouvements du marché, surtout quand ils sont volatiles, créent des écarts imprévus. Voilà un exemple concret. Imaginez un indice qui commence à 100. Le premier jour, il gagne 10%, donc il passe à 110. Votre ETF à effet de levier x3 monte à 130, 3 fois 10%. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, le deuxième jour, l'indice perd 9% et revient à 100. L'ETF à effet de levier, lui, ne revient pas à 100, mais descend à 91, plus bas. Pourquoi? Parce que le levier était appliqué sur la valeur de 130 et non 100. Résultat, même si l'indice de base retourne à son point de départ, vous êtes en perte. Et c'est la même chose dans l'autre sens. Et plus il y a de mouvements chaotiques dans les deux sens, plus les écarts s'amplifient. Et c'est ça qu'on appelle le bêta slippage. En résumé, avec les ETF à effet de levier, les hausses doivent être régulières et durables pour que la stratégie performe au mieux sur le long terme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet et observons si la performance de ces ETF aurait été aussi bonne depuis la création de la bourse. Pour ça, on va regarder l'évolution historique du Nasdaq depuis sa création dans les années 70. Pourquoi le Nasdaq? Parce que c'est l'indice le plus traité en ETF à effet de levier. Notamment l'indice TQQQ qui triple la performance quotidienne du Nasdaq. Grâce à toutes les données auxquelles j'ai eu accès, j'ai pu extrapoler la performance du Nasdaq à effet de levier sur cette période. On remarque d'énormes hausses, notamment depuis le début des années 2000 avec l'explosion des entreprises tech, mais aussi de grosses chutes. Bulle internet, crise de 2008. Il semble tout de même que les ETF à effet de levier ont mieux performé que l'indice de base. Mais un point important qui affecte beaucoup la performance de ces ETF, c'est les frais. En effet, si vous regardez la fiche technique de ces ETF, vous verrez qu'ils ont des frais de gestion beaucoup plus chers que les simples ETF sans levier. L'ETF à effet de levier le plus populaire, le TQQQ, a des frais annuels de 0,86%, contre à peine 0,03% pour un des ETF les moins chers du marché. Et forcément, ça pèse énormément sur la performance à long terme. Pour rendre la performance concrète, j'ai bien sûr inclus ces frais dans mes calculs. Et vous voyez que quand on intègre les frais, il y a une différence assez importante qui se fait. Même si c'est pas très visible sur le graphe, car il est en échelle logarithmique. Mais on voit que, même en prenant en compte les frais, l'ETF à effet de levier semble intéressant sur le long terme et surperforme largement l'indice de base, avec une valeur finale du portefeuille de 16 000 $ pour l'indice de base et de plus de 600 000 $ pour le levier x3. Mais est-ce simplement parce que le Nasdaq a été créé au moment parfait? Pour le savoir, on va refaire la même analyse sur le SP500, parce que celui-ci nous donne près de 100 ans de données historiques. On peut voir que les résultats sont un peu plus mitigés. En effet, dans ce cas, c'est le levier x2 qui a le mieux performé. Et le levier x3 dépasse l'indice de base seulement vers 2022. Ça veut dire que la sous-performance aura duré plus de 95 ans. Ça s'explique par le fait que l'indice x3 est passé très proche de zéro dans les années 40 et a mis beaucoup de temps à monter la pente. On voit donc que les résultats varient violemment en fonction du point d'entrée. Pour analyser ça plus en détail, j'ai calculé pour chaque effet de levier la probabilité que celui-ci apporte la meilleure performance en prenant un jour d'investissement aléatoire. On voit assez clairement que plus l'horizon d'investissement est long, plus le levier apporte des résultats conséquents. Il gagne même dans plus de 90% des cas quand la durée d'investissement dépasse 30 ans. Une autre donnée intéressante est la valeur médiane de toutes ces simulations, qui reflète un résultat typique sur l'ensemble de ces périodes. On voit ici aussi clairement la puissance du levier. Mais comme vous le savez, en investissement, qui dit rendement, dit risque. Plus le rendement attendu est élevé, plus le risque est important. C'est ce que nous montre ce graphe qui associe à chaque effet de levier la valeur finale, minimale et maximale atteinte dans toutes ces simulations. On voit ici très bien la volatilité énorme induite par l'effet de levier. Quand après 30 ans, en ayant investi 100 $ le pire jour possible, l'indice de base a tout de même multiplié la mise de départ par 2,
Le levier x3 peut quant à lui pointer à 3 $, soit une perte de 97% après 30 ans sur les marchés. Mais cette volatilité peut aussi se ressentir à la hausse, avec une valeur finale pour le levier x3 qui peut varier entre 9 $ et plus de 6 millions. Une autre dimension à prendre en compte, c'est que si au lieu d'investir une seule fois au début, on investit tous les mois en faisant du DCA. Dans ce scénario, j'ai donc considéré un investissement mensuel de 100 $ par mois, de 1927 à 2025. Et comme vous le voyez, l'ETF à effet de levier x3 a une performance exceptionnelle, et atteint une valeur finale de plus de 3 milliards $, et semble avoir une volatilité bien plus faible qu'avec le lump sum. Bien sûr, c'est un scénario fictif, personne ne reste investi 100 ans sur le marché, mais ça nous montre tout de même la puissance du levier. Si on regarde maintenant le taux de victoire de chaque levier, en fonction de la durée d'investissement, on voit que le levier x3 domine largement sur le long terme. Pour ce qui est de la valeur finale médiane, c'est la même chose, et le levier x3 l'emporte haut la main. Mais la partie la plus intéressante est, je pense, les valeurs maximales et minimales atteintes dans ces simulations. Et ici, contrairement au lump sum, sur de très longs horizons, le levier x3 n'est pas toujours le pire, et a même une valeur finale minimale plus élevée que l'indice de base, ce qui montre bien à quel point le DCA a mitigé la volatilité. Pour résumer, les ETF à effet de levier peuvent offrir des performances incroyables en période de hausse, mais ils sont aussi très volatiles et peuvent vous faire perdre la majorité, voire la totalité de votre capital. Enfin, pensez aussi à la stratégie DCA, qui peut dans certains cas lisser les variations, et donc la volatilité, tout en conservant l'exposition au levier. Sur le long terme, mes analyses montrent que les résultats varient énormément selon la période, mais que le levier surperforme dans la majorité des cas passés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les ETF à effet de levier. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous en utilisez? Préférez-vous rester dans du classique? N'hésitez pas si vous avez des idées d'autres analyses de ce style. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo autour de vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine.